Bonsoir et bienvenue à ce programme spécial qui est fait pour vous dans le cadre de la redevabilité pour le gouvernement Samuel Condé, une année de ce gouvernement. Le Congo, notre pays, pour accomplir ses missions régaliennes, l'État congolais s'est doté d'un certain nombre de structures que nous appelons entreprises du portefeuille. Ce sont plusieurs activités dans plusieurs secteurs de la vie nationale qui sont pilotées par le gouvernement lui-même de la République et qui sont en réalité des sources de production des richesses nationales. Nous allons examiner pendant quelques minutes comment se déroulaient ces portefeuilles de l'État tout au long de l'année qui vient de s'écouler, ces entreprises qui sont régulièrement avec nous chaque jour, nous connaissons ces entreprises, nous les voyons vivre. Est-ce que nous savons qu'est-ce qu'elles produisent, comment est-ce qu'elles sont prises en charge? Nous allons examiner toutes ces questions avec le numéro 1 du secteur, Madame Adèle Kainda, ministre d'État, ministre du portefeuille, que j'ai le plaisir de recevoir pour ce programme. Madame, je vous en prie. Merci donc d'accepter cet échange que je souhaite vraiment franc avec vous. Vous êtes d'abord élu du peuple, donc arrivé au gouvernement, vous avez une double mission, celle de représenter les intérêts du peuple, mais aussi les intérêts de l'État congolais dans le secteur qui est le vôtre. Mais vous êtes aussi, madame, une princesse. Il n'y en a pas beaucoup qui circulent dans nos avenues. C'est avec moi un grand plaisir que je vous reçois, mais je voudrais, d'entrée des jeux, vous demander comment vous combinez ça. Être ministre d'État, mais aussi être princesse. Ça se combine de quelle manière? Merci beaucoup. Bonjour à toi aussi, Willy. Avant toute chose, d'abord, je dois rendre action de grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui ne cesse de nous renouveler le souffle de vie, et lui, dans sa décision souveraine, qui s'était décidé qu'aujourd'hui, pendant ce temps, nous puissions nous retrouver ici à la RTNC dans le studio Maman Gibi. Et de deux, c'est de rendre aussi très respectueusement mes hommages les plus différents au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est une vision pour ces pays et qui a voulu que dans cette vision, par ma modeste contribution, que je l'accompagne dans cette vision. Et aussi à notre chef du gouvernement, le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, pour son leadership clairvoyant dont nous constituons ses corps. Et quand vous dites comment j'arrive à concilier, peut-être beaucoup de gens peuvent être étonnés et que pour moi, c'est une vie normale qui n'est pas appelée à des explications extraordinaires pour la simple raison que je suis chrétienne, engagée, intercesseuse, diaconesse et maman Kipendano. Donc j'ai le Père qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Voilà pourquoi je suis princesse Adèle Kainda. Et avec ce que vous me demandez, nous suivons aussi le modèle de Jésus-Christ qui nous inspire parce que lui, malgré tous les attributs qu'il avait, mais il s'est comporté comme un humain. Il a travaillé, il a prié, il a intercédé, il a mené une vie normale. Et c'est sur ces pas que nous sommes en train de nous référer. Voilà les secrets aussi internes de notre vie. Merci, madame, de ce partage, parce que là, vous avez donné quelque chose de vous-même, et je crois que ceux qui nous suivent sont conscients de ce don personnel. Vous êtes aujourd'hui à la tête d'un secteur, il faut le dire, un secteur quand même dont l'image publique n'est pas souvent la mieux disante. On dit portefeuille de l'État congolais, oh ça c'est le siège des canards boiteux. On parle de canards boiteux parce qu'on pense que ces entreprises qui ont un déficit chronique, qui ne participent que très peu au budget de l'État,
mais qui sont aussi en même temps les sièges de tous les détournements. Il y a une image qui n'est pas bonne. Je ne sais pas dans quelle mesure cette image vous est apparue quand vous arrivez au ministère. Vous saviez certainement, vous entendiez tout ça. Est-ce que vous voulez confirmer cela ou non? Arriver à confirmer ou à infirmer, c'est comme qui dirait je me remets en cause. Je pense que le fait que je me retrouve aujourd'hui au portefeuille, c'est pour arriver à redresser. Je ne peux pas me mettre à me plaindre, ni à commencer à procéder à des chantages. Parce qu'à ce moment-là, je vais me trouver dans une situation où je perds mon temps au lieu de travailler. Effectivement, ces entreprises, je les ai trouvées dans une situation vraiment qui n'était pas très bonne. D'ailleurs, l'image que j'utilise, je me suis dit c'était un trou. C'était un trou. J'ai tout fait pour que je puisse quitter de ces trous. Et aujourd'hui, je vous parle, je suis sur la surface. Et de ces trous, j'ai commencé à les combler comment? Les gens peuvent être étonnés parce que les gens s'attendaient d'abord à des financements. Mais moi, mon premier financement était le temps. Parce que pour moi, le temps, c'est un facteur fondamental de la réussite de la bonne gouvernance. Les gens me demandent pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il est difficile de parler de soi-même, mais parce qu'il s'agit de la vérité du fait. Demandez-vous pourquoi je me présente au cabinet à 5h11. C'est parce que je suis très consciente de la responsabilité que je dois assumer et que comment je dois faire pour donner le meilleur de moi-même. Et je me suis dit, le premier atout qui est incontournable, c'est la gestion et le respect du temps. Et j'ai pris le principe de dire, c'est vrai que nous sommes des Africains, des Congolais. Pour moi, ce qui veut dire, c'est le chef qui arrive avant les collaborateurs. Moi, je me suis dit, le pays nous a tout donné et nous, qu'est-ce que nous pouvons donner en retour? Moi, je travaille par jour 11 heures de travail. Et c'est de temps de qualité. Ce n'est pas de temps que je me mets à des activités superflues. Je suis vraiment dans l'essentiel. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de lire un livre « Vie motivée par l'essentiel ». Je suis vraiment dans l'essentiel, donc je fais 11 heures de travail et mes collaborateurs 10 heures de travail. Moi, j'arrive à 5h11 et mes collaborateurs, ils sont là à 6h11. Nous travaillons normalement. À 16h11, nous arrêtons. Mais il peut arriver que peut-être il y a des réunions, comme on est des fois dans des secteurs interministériels, qui peuvent arriver au-delà. Mais ça, nous acceptons. Mais pour nous, au portefeuille, notre réussite, c'est le temps. Et pour nous, je suis très intransigeante avec le temps. C'est vraiment une dimension à laquelle je ne peux pas négocier. Je ne peux pas négocier. Et je me suis dit, ces pays, il faut seulement que le jour que nous allons être tous conscients du temps, nous allons décoller. Alors pourquoi 11? C'est quand même 5h11, 14h11, ce qui était prévu aujourd'hui. Pourquoi le chiffre 11? Le chiffre 11, je le tire dans Genèse 1, verset 11, qui dit que la terre produise de la verdure. Je vous épargne de la suite des arbres fruitiers et que les 11, Dieu a tout créé par la parole, mais nous a demandé de transformer la terre par le travail. Et raison pour laquelle les 11, c'est une innovation et la verdure, c'est le sens élevé du travail. Je pense que vous avez compris pourquoi vêtu toujours de vert. De vert et toujours le sens, 11. ce n'est pas un style ni mode. Aujourd'hui, j'aimerais préciser, quand je suis en vert, c'est-à-dire c'est le sens élevé du travail. Le vert, quand vous voyez, ça doit vous interpeller pour dire, est-ce que le travail, je le fais comme une contrainte ou bien une source d'épanouissement? Pour nous, quand on a abattu un travail de qualité,
on est très épanouis et raison pour laquelle, pour nous, nous avons dominé les sommeils au lieu que parce que si les sommeils nous dominent, Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail, nous serons de paresseux, paresseuses, et nous allons abattre un travail avec une complaisance indescriptible. Et pour nous, nous disons, une bonne façon d'honorer même les leitmotivs du chef de l'État, le peuple d'abord, c'est par le travail. Alors, vous dites que vous avez trouvé les secteurs dans le trou, et aujourd'hui, vous êtes en train de remonter vers la surface. Avant qu'on arrive à la surface, quels étaient les problèmes majeurs qui ont fait que le portefeuille de l'État s'est enfoncé et est devenu pratiquement dans les souterrains? Qu'est-ce qui était l'état des lieux? Les problèmes cruciaux que vous avez trouvés, c'était lequel? Le problème crucial est que je l'ai su quand je me suis décidé d'organiser une première action pour moi. C'était la revue du portefeuille où je devrais procéder à l'état des lieux des entreprises du portefeuille. Et j'ai reçu chaque entreprise et moi-même je présidais cela. Et dans le cadre de cela, je sentis que la redevabilité, c'est un mot creux, mais que nous devons mettre ça en œuvre. Et de deux, les entreprises ont fait belle lurette. Ça n'est pas procédé au renouvellement de l'équipement, donc de l'outil de production. Et nous avons aussi un personnel vieillissant. Ce qui veut dire que ce personnel ne répond pas au cœur de métier de l'entreprise. Et il y a eu aussi des entreprises qui se sont détournées de leur mission classique. Ce qui veut dire de tels types de métiers, mais ils prestent pour autres. Et il y a eu aussi le manque de ressources propres, et si vous voulez, dans le jargon, des capitaux propres que les entreprises ont manqué, qu'à cela aussi, avec un bilan négatif dû au fond de roulement négatif. Alors, tout cet ensemble a fait que l'entreprise était en train de stagner. L'entreprise était statique. Et maintenant, avec mon avènement, c'est comme je l'ai dit, au lieu de se plaindre, nous devons nous mettre au travail. Et maintenant, avec la revue du portefeuille, les diagnostics étaient posés, il fallait maintenant y apporter une thérapeutique, un traitement adéquat. Et c'est ce que je fais et c'est à ce stade que je suis. Alors, quel était le choix opérationnel? Vous avez des entreprises, vous venez de le décrire. Alors, vous voulez imprimer un changement dans ces entreprises. Quelle est la méthode que vous choisissez? Qu'est-ce que vous faites exactement? Je sais qu'il n'y a pas d'argent. Je sais qu'il n'y a pas de fonds et les entreprises ne peuvent pas, même pas prendre l'argent sur le plan international, même pas dans nos banques. Bon, qu'est-ce que vous faites sans argent? Comment vous parvenez à redresser ces entreprises? Qu'est-ce qui s'est passé? La première des choses était d'abord d'initier la gestion des proximités. La gestion des proximités, la direction générale avec le conseil d'administration. Et de deux, pour moi aussi, était que le portefeuille soit un corps, c'est-à-dire moi, avec le secrétariat général au portefeuille, le conseil supérieur du portefeuille et les copyrights. Nous avons constitué un corps pour devoir maintenant accompagner les entreprises. Et de quelle façon que nous devrions les accompagner? C'est par l'évaluation. Nous devons savoir quel type de problème, maintenant là, ça devrait être pour chaque entreprise de traiter d'une manière spécifique. Et à cela, il y a d'abord les entreprises minières, les entreprises de transport terrestre, aérien et les entreprises de finance ou de services. Et maintenant, moi, je devrais catégoriser chaque type d'entreprise et non pas le mettre dans un même panier.
Parce que chaque entreprise qui pose un problème spécifique, ça demande aussi un traitement approprié et un encadrement. C'est à cela que j'ai commencé à voir maintenant de séances de travail avec le responsable, avec les syndicats et avec les personnels. Avec les responsables, je signe avec eux, comme je l'ai dit, les problèmes d'abord de temps et le pacte de confiance. Parce que beaucoup plus, nous sommes toujours dans le contrat de performance. Mais moi, je me suis dit non. Nous sommes dans le contrat par objectif. Par objectif, c'est-à-dire quoi? Et que chaque entreprise doit avoir son plan d'action assorti d'un chronogramme et que maintenant, de cet objectif, nous devons maintenant atteindre les résultats. Et ces résultats que nous devons atteindre, c'est ce qui va faire que aujourd'hui, il y a eu des entreprises, après l'arrivée du portefeuille, qui étaient scindées en 3. Des entreprises relativement saines, des entreprises en difficulté, qui étaient nombreuses, et des entreprises liquidées mais non déclarées. Et moi, je me suis dit, je donne l'opportunité à toutes ces entreprises, avec mon avènement, qu'il n'y ait pas des entreprises liquidées. Et je pense qu'au cours de cette émission, vous allez voir qu'il y a eu des entreprises liquidées, non déclarées, et qu'aujourd'hui, ces entreprises seront dans la série en difficulté pour que demain, le lendemain, qu'elles soient déclarées relativement saines. Avant qu'on continue, je suis quand même curieux de savoir, parce que le portefeuille a quand même eu une réforme, ça a pris beaucoup d'années. Cette réforme pilotée par le COPIREP. Vous arrivez, vous trouvez les entreprises dans les trous. Est-ce que la réforme a réussi ou bien elle a échoué? La réforme d'entreprise a-t-elle abouti? Sinon, quelle est la situation de la réforme elle-même avant qu'on aille à vos actions? Et la réforme, on dit bien la réforme, c'est un processus. Cette réforme, je pense que les gens, dès qu'on a annoncé la réforme, j'ai compris que par leur dimension de compréhension, je comprends que mes compatriotes étaient dans le désert de l'ignorance et qu'aujourd'hui, je les fais voir dans le paradis du savoir. La réforme a eu d'abord la première étape de la modernité juridique, c'est-à-dire des entreprises publiques qui doivent être transformées en entreprises commerciales. Après, moi, j'ai trouvé maintenant ces entreprises commerciales. Avec mon avènement, je me suis dit maintenant que ces entreprises doivent subir la restructuration profonde. C'est-à-dire que ces entreprises soient maintenant réellement commerciales. Mais j'ai compris qu'il y a des vecteurs qui ont fait que ces entreprises aujourd'hui ne soient pas réellement commerciales. Ces entreprises, du point de vue juridique, ont respecté les lois de transformation et ont respecté l'esprit et la lettre de l'acte uniforme de l'OHADA. Mais ces entreprises ont connu d'abord des vecteurs qui ont fait que ces entreprises ne puissent pas évoluer au niveau interne. Vous savez qu'aujourd'hui, avec le mouvement des syndicats, les mouvements des syndicats prennent d'abord des entreprises d'abord comme publiques. Aujourd'hui, les mouvements des syndicats ne savent pas que les entreprises doivent être commerciales. Commerciales, c'est-à-dire elles doivent être soumises à la concurrence. Et que vous, aujourd'hui, vous venez avec des conventions collectives, avec autant de contraintes et que ces entreprises ne savent pas décoller d'elles-mêmes. De deux, ces entreprises que nous maintenant, État actionnaire unique, nous devons accorder un traitement autre qu'à son temps parce que les autres sous d'autres cieux sont pas libérales mais évoluent dans la liberté à vitesse du temps. C'est-à-dire que pour qu'une entreprise soit réellement concurrente, n'a que l'élément boussole, le temps. Et que ce que les autres peuvent faire dans 48 heures,
et que nous, avec une procédure lourde, nous retardons et que ces entreprises deviennent même actifiées par la procédure administrative. Vous allez continuer, madame, mais les syndicalistes que vous venez d'évoquer critiquent la réforme en disant que cette réforme, en réalité, cache notre volonté, celle de la privatisation. Ces entreprises ne sont pas par hasard entreprises de l'État. Ces entreprises règlent des problèmes sociaux et ces entreprises ne peuvent pas simplement être guidées par le lucre. Elles sont aussi au service de l'équilibre général. Et les syndicalistes, eux, ils estiment que l'État est allé très vite en besogne en dépouillant ces entreprises de ces moyens d'action sociale. Alors, je vous soumets un peu cette réflexion. Et c'est une. Pour les syndicalistes, ces entreprises, en réalité, sont en train d'être pris entre les mains de l'État pour aller vers des privés. Et que si l'État n'a plus rien dans son portefeuille, ces missions régaliennes peuvent être compromises. Non, il ne s'agit pas de ça. C'est ce que je dis que aujourd'hui, j'ai initié cette gestion de la proximité qui consiste à échanger surtout sur l'arsenal juridique qui organise les entreprises du portefeuille. Vous savez que cette réforme, il y a eu une campagne de diabolisation bien structurée pour combattre la réforme et l'acteur de cette réforme qui est Copyright. Mais moi, la chance inouïe, je n'aime pas utiliser ça, c'est pour bien exprimer. J'aimerais dire la grâce que j'ai eue et que j'ai assisté à cette réforme et en amont et en aval. Avec mes 21 ans à l'Assemblée nationale, évoluant à la Commission politique, administrative et juridique, j'ai contribué à cette réforme et en esprit et à la lettre, et même en écriture de cette réforme. Ce qui veut dire que je comprends ça. Et cette réforme, comme je vous ai dit, que ça va par étapes. Donc c'est comme l'échelle. Et qu'aujourd'hui, nous sommes maintenant au niveau de la restructuration. Je pense que ça fait une année. Aujourd'hui, même les syndicalistes ne peuvent pas tenir le langage qu'il y a une année. C'est parce qu'ils ont trouvé qu'il y a eu des innovations et des avancées significatives en ce qui concerne et la production et la gestion de ces entreprises du portefeuille. Et c'est à cela que nous disons, vous savez qu'un responsable ne se plaint pas ou un responsable ne pleurniche pas. C'est vrai que les gens peuvent parler, mais il faut avoir un objectif de continuer, de travailler, être comprise ou pas, mais que nous puissions nous retrouver au bout du tunnel par le résultat. Nous allons regarder les entreprises. Vous avez vous-même catégorisé, vous avez dit les mines, les transports et les services. Oui. Quand je regarde les secteurs miniers, je me rends compte quand même que c'est la GECAMINE, c'est l'AMIBA, c'est Sakima, c'est Sokimo, les entreprises minières à capitaux 100% l'État sont pratiquement presque à l'arrêt. Je peux dire même que l'AMIBA est pratiquement liquidée, même si vous avez dit qu'il y a des entreprises non déclarées mais liquidées. Quelle a été votre approche dans la question minière par rapport au portefeuille de l'État? Parce que la GECAMINE n'a pas repris la production comme on l'espérait. L'AMIBA est pratiquement en train de passer les plus mauvais moments de son histoire. Et je ne parle pas de Sakima, je ne parle pas de Sokimo qui est en procès avec ses partenaires. Quelle a été votre approche? Comment vous avez résolu ou comment vous tentez de résoudre la question minière par rapport à l'État? Je sais bien, Willy, que, étant donné que tu es journaliste, c'est beaucoup plus tu évolues dans le secteur minier. Et aujourd'hui, je vous dis que la GECAMINE commence à produire. Parce que vous savez que quand je parlais du renouvellement de l'équipement, de l'outil de production, la GECAMINE était toujours avec l'unique usine de Chito à Likasi. Et regardez, ça fait
combien de décennies. Et que aujourd'hui, les animateurs de la GECAMI, nous approchons toujours dans la gestion de proximité. Aujourd'hui, la GECAMI est en train de produire. Et parmi les innovations, la GECAMI a eu de partenariats avec d'autres sociétés et qu'aujourd'hui, la GECAMI a mis de l'ordre sous le leadership du ministère du Portefeuille. Vous voyez par exemple Kamoa. Kamoa, qui est un investissement très sérieux et responsable, où l'un des partenaires de Kamoa, Ivanoé, qui avait conclu avec la GECAMI pour la relance de l'usine Kiko à Kipushi. Et moi, avec mon avènement, tout était à l'arrêt. Mais j'ai renouvelé ces négociations. Et je vous dis que cette usine de Kipushi va commencer maintenant. Et ne se noie plus. Non seulement que cette usine devait être dans cette noyade, c'est à cela que j'ai apprécié ces partenariats sincères de la GECAMI avec Ivanoé, qui Ivanoé versait une somme importante à la SNEL pour garder la mine asséchée. Et je les ai accompagnés. J'ai reçu même les députés nationaux, provinciaux du Haut-Katanga et particulièrement les élus de Kipushi. Et au moment où je vous parle, ça sera maintenant la relance pour ce qui est de la GECAMI. Pour ce qui est de la Sokimo, avec des participations dormantes, je me suis dit que de nature, je vais ouvrir une parenthèse que je vais vite fermer. Moi, mon être, je prends de risques. Vraiment, mon être, je prends de risques. Nous avons trouvé qu'avec ces participations dormantes à la Sokimo, aujourd'hui, nous ne serons pas seulement un pays qui sera réputé dans l'exaltation. La RDC avec autant de potentialités, la RDC, un scandale géologique, la RDC, Non, je me suis dit non. Avec mon avènement, nous devons transformer les potentiels en richesse. Raison pour laquelle, dans le cadre de mines, le portefeuille a créé une nouvelle société Congo Ressources. Et cette société Congo Ressources doit tisser un partenariat où nous devons procéder à monter un véhicule financier avec un partenaire AGN. Ces véhicules financiers, ça sera pour que nous puissions lever les fonds. C'est-à-dire que la toute première fois, notre pays va s'inscrire à la bourse. Et qu'aujourd'hui, nos jugements ne peuvent pas être seulement dans les rapports qu'on me présente. Mais aujourd'hui, les jugements doivent être une richesse. Ou quand nous parlons de la justice distributive, que chaque Congolais puisse bénéficier de cela. Si nous allons dans le domaine de transport, je commence avec l'entreprise que tout le monde sait, la SCTP, Ex-Sonatra. Effectivement, cette entreprise a de l'avenir pour notre pays. De cette entreprise, j'ai trouvé le fameux dossier de 207 millions de dollars américains. J'ai ouvert des négociations parce que l'ex-Sonatra avait rendu des services à l'État à hauteur de plus de 400 millions de dollars américains. Et on avait initié des négociations. On s'est convenu qu'on devait payer 207 millions. Mais avec des banques commerciales privées qui avaient fixé une décote à hauteur de 25%. Mais dans le cadre de la gestion rationnelle,
je ne pouvais pas accepter cela. Nous avons réouvert les négociations avec le banque commerciale, ici c'était la Rabank. Nous sommes arrivés à 18% et nous sommes en train de poursuivre. Et j'avais eu même un contact direct avec le responsable. Je pense que ça promet, avec mon collègue de finances, nous allons nous retrouver. Quand le 207 seront payés, nous avons déjà un programme qui est élaboré, d'abord du renouvellement de l'outil de production et arriver à honorer nos compatriotes qui ont donné de leur vie à servir l'État, c'est-à-dire organiser une mise en retraite honorable, de façon que l'entreprise soit assainie pour que nous puissions arriver à relancer les nouveaux projets. Et parce que vous savez que partout, nous pouvons avoir les différents moyens de communication, mais la voie ferrée reste incontournable. Raison pour laquelle j'avais trouvé le projet CRD. Et que ce projet CRD, c'est un financement à hauteur de 25 milliards de dollars américains. Et ce projet sera un projet vecteur qui va mettre en contact la SNCC et le chemin de fer de Ouélé. Ce qui veut dire qu'il y aura 5000 kilomètres à construire et 5000 kilomètres à réhabiliter. Ça sera toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Vous savez quel impact? C'est à ce moment-là que le monde rural va se dire à la tête, nous avons eu un président de la République qui prend en compte toute la superficie de la République démocratique du Congo. Et en disant qu'il n'est pas seulement dans de grandes agglomérations, mais cette fois-ci, le monde rural est mis en priorité. Le contrat est-il déjà signé? Signé, et même le Premier ministre a déjà pris le décret et l'arrêté interministériel avec mon collègue de transport et finances, budget, est déjà fait. Et d'ici là, ce sera la convocation du comité de suivi pour qu'on relance maintenant les études de faisabilité. Parce que vous savez, avec la voie ferrée, nous devons arriver maintenant à respecter le nouveau système de l'écartement du rail. Et que, par exemple, quand on quitte Lubumbashi, Kolwezi, Kassaji, Dilolo, pour rentrer en Angola, que l'écartement ne puisse pas nous poser problème. Que les trains puissent aller jusque-là. Et qu'aujourd'hui, nous sommes à 1,40 m. Donc, l'étude de faisabilité arrivera à prendre tout cela en compte pour arriver à intégrer cette donne. Et si nous allons dans les sociétés de services, il y a la CADECO qui était dans la rubrique liquidé mais non déclaré, pas même en difficulté. Et que j'ai eu à avoir des entretiens très fructueux avec un investisseur, Aaron Sefou, qui m'a invité en Afrique du Sud. Je suis allée avec le représentant du ministère des Finances, COPIREP, Conseil supérieur du portefeuille, mon cabinet et le technicien de la CADECO. Vous savez que CADECO, d'abord, par cette structure du bâtiment, la structure, elle est forte, elle est solide. Et qu'aujourd'hui, c'est l'unique banque qui est disséminée sur toute l'étendue de la République. C'est un atout que nous devons arriver à exploiter. Et que nous avons évolué. J'avais défendu le dossier à la commission interministérielle ECOFIN, où je suis membre comme portefeuille. Et maintenant, c'est les partenaires qui sont en train de travailler avec les services de la banque
centrale du Congo. D'où je salue aussi l'engagement de Madame le gouverneur de la Banque centrale pour son implication. De façon que quand nous allons obtenir l'agrément, nous allons procéder à l'évaluation, nous signons les contrats et Cadeco va surprendre plus d'un Congolais. Et Cadeco sera même, non seulement dans le territoire, même dans les chefferies. Parce que Cadeco déjà a les personnels qualifiés et qu'on va mettre à niveau, mais qui ne nous demandera pas un financement encore à ça. Donc Cadeco va surprendre. Et vous savez que quand Cadeco sera relancé, la République démocratique du Congo va même revertir de sa souveraineté parce que nous aurons une banque nationale. Et quand nous allons aussi dans télécommunications, nous avons l'entreprise Socof qui est dans la fibre optique. Et vous savez qu'aujourd'hui, tout ce que nous sommes, une entreprise qui va offrir un haut débit de la fibre optique. Les portefeuilles, le ministère des PENTIC, Socof, où nous avons été accompagnés par Copirep, nous avons signé un contrat d'affermage avec un opérateur privé, Face du Congo. Et que la grâce que nous aurons encore ou l'avantage est que cette fibre, première exploitation, c'est de la gare centrale. Ça va suivre aussi les rayons, la voie ferrée de la SCTP ex-Sonatra jusqu'à Mwanda. Donc l'ouest de notre pays, avant de pouvoir couvrir l'est. C'est pour dire, voilà pourquoi aujourd'hui, je ne peux pas permettre ce jargon de canard boiteux et que nous venons avec notre leadership, avec ces contrats de confiance pour relever ces entreprises du portefeuille. Et je pense que le bilan que vous l'avez. Madame, évidemment, on n'a pas beaucoup de minutes, hein. Il y a tellement de dossiers. Vous voyez que je vous écoute avec admiration parce que là, c'est quand même du concret. Alors, beaucoup de travailleurs de toutes ces entreprises sont anxieux, se demandent toutes ces réformes, ça va aboutir à quoi? Est-ce que nous allons garder notre emploi? Est-ce qu'on ne va pas donner ça à des privés qui vont... Ce soir, je voudrais quand même vous demander exceptionnellement de vous adresser aux travailleurs de toutes ces entreprises, mais de revenir sur la vertu du travail, parce que si vous arrivez à 5h11 à votre cabinet, certains agents de certaines entreprises arrivent à 13h, 14h et partent 10 minutes après. Vous le savez. Alors, parce que nous devons changer, comme nous le suggère notre ministre Mouyaya, du narratif, je vous demande, s'il vous plaît, de regarder la caméra. Adressez-vous à ces travailleurs, mais en lingala, si c'est possible. Merci beaucoup. Et vous savez qu'il y a certaines choses où on n'a pas besoin de parler. Parce que moi, je m'inscris d'abord dans la révolution de la culture verte. Je dois me faire parler par mes actions que de tenir des discours où soi-même, on ne sait pas tenir. Les entreprises du portefeuille aujourd'hui n'ont pas besoin que je puisse leur parler d'arriver au travail à 7 heures parce qu'elles-mêmes ont déjà l'indicateur d'évaluation. C'est déjà ancré. Vous savez que moi, c'est difficile, madame? Ah, merci. Baoye basimbi ba entreprise na biso ya mboka ya RDC. Naboyaki kozwa lokola bana parce que mitindo oyo ekomami, mais il faut peto pesa yango bwanya mususu ya koloba que koloba ekoki te, mais il faut pe toteya na misala na biso. C'est pour cela bozomona nga boumbu na bino
nakomaka na musala na 5h11 mpona koloba ke bao bazolanda ngai bango mpe bakokisa parce que soki moto obandi mosala na ntongo okosala mosala wana malamu kitoko. Bino batravailleur bino moko boyebi basyndicaliste nayambaka bino na 6h11 makambo na zoloba bino mono boyebi keza ya solo bamandataire na bino bamosusu nayambaka bango na 6h11. Soki moto akomi na cabinet ya portefeuille rendez-vous na pesaki yen aza na se toloba kaka 7h11 ye na se aza par exemple na 7h04 bakimaka baescalier ozoyamba mutu azopema ozoloba me likambo nini parce que ngai il suffit retard ya 1 minute rendez-vous ekomi reporté. Ndenge nazoloba boye bantu ya poste bayebi makambo bayaki na bapaya mpona kolakisa bango bapaya mpe balobaki ke tosepeli bakomi na retard n'annuler rendez-vous parce que en matière il y a temps il n'y a pas d'amis. Il n'y a pas de compromis. Parce que temps mutu moko te azalaka yango na komanipuler yango. C'est pour cela na makambo ya temps ya koloba temps oyo tozosalela yango koza baentreprise mosusu oyo mpona temps bakokota na restructuration profonde. C'est-à-dire la restructuration profonde, il y aura d'autres entreprises du portefeuille de l'État, de la société congolaise pour ces télécommunications qui seront démembrées. Il faudrait que le peuple congolais sache la poste c'est quoi, banque postale c'est quoi, télécommunication c'est quoi. Madame, une autre question, je ne peux pas ne pas la poser parce que vous aviez Congo Airways, c'est en train d'être presque liquidé. Vous venez de créer Air Congo, ce n'est pas encore là. J'ai quand même l'impression que la rigueur de gestion dans les secteurs, pour ces cas précis, n'a pas été bien respectée. De quoi s'agit-il? Les gens de Congo Airways se disent, mais nous, qu'est-ce que nous avons fait pour qu'on nous assassine? Et le Congo n'est pas encore né. Quel est le problème? Qu'est-ce qui ne va pas dans le secteur précis, dans ce cas précis? Dans ce cas précis, parce que là, nous allons parler de Congo Airways, je préfère m'arrêter, c'est là parce que dans mon répertoire des entreprises du portefeuille, c'est Congo Airways qui est encore inscrite. Donc, je préfère parler de ça. Congo Airways, c'est une entreprise qui, peut-être, les gens n'ont pas une bonne information pour dire liquider, écoutez, non. Congo Airways, c'est des marques. Et la toute première fois que nous venons d'avoir de responsables de Congo Airways, non seulement par leur capacité managériale, mais qui sont aussi de l'aviation. Les DG, Pascal Kassongo, qui est lui-même pilote et qui est manager. Je pense que c'est de tels atouts que nous devons arriver à capitaliser pour arriver à restructurer profondément. Vous savez que Congo Airways, c'est un héritage de l'État congolais parce que les capitaux qui ont concouru pour la création de cette entreprise, c'est du portefeuille et des entreprises, pas même du portefeuille, même des établissements publics. Même des établissements. Nous avons la SCTP, nous avons la CNSS, nous avons FPI, et j'en passe de meilleurs. Comment se fait-il que les capitaux frais, que les entreprises, les établissements publics de l'État congolais ont investi dans Congo Airways et qu'aujourd'hui, nous pouvons passer à anéantir sans moindre effort? Je pense que
l'intelligence est encore là pour arriver à renouveler cette confiance. Congo Airways aujourd'hui a un crédit de 30 millions de dollars américains. Et parmi ces crédits, c'est une dette intérieure, une dette interne. C'est l'État. De l'État. Toujours, hein? Où dans ces 30 millions, il y a une part importante de taux d'intérêt par un service de l'État. Et que parce que ce sont toujours des services de l'État, qu'on peut arriver à procéder à son annulation. Mais il y a d'autres compagnies de grande renommée qui ont à leur passif à hauteur de 4 milliards. Et qu'aujourd'hui, ces entreprises, si je vous cite, cette compagnie aérienne, vous allez tomber. Mais je ne vais pas créer un scandale sur le plateau. Il y a une compagnie, notre africaine, avec un passif de 400 millions. 400 millions. Et raison pour laquelle nous, comme portefeuille, si nous voyons que ces entreprises qui sont détenues à part à 100% de l'État, et voilà la solution médiane que nous trouvons, les partenariats publics-privés. Et si nous trouvons que l'État ne pourra pas arriver au bout, nous allons ouvrir aux partenariats publics-privés et qui aujourd'hui, les partenariats publics-privés, donnent des résultats escomptés. Et non seulement moi, portefeuille, que j'ai la loi sur le désengagement, nous avons aussi la loi sur les partenariats publics-privés. Madame, nous avons épuisé, hélas, le temps qui nous est imparti. Et vous avez dit apôtre du temps. Il faut respecter le temps. Oui. Alors, parce qu'il faut terminer cette émission, quelle est la perspective? Demain, on va s'attendre à quoi? Nous sommes déjà à la surface. Vous venez de le démontrer. Maintenant, il faut construire en hauteur. Qu'est-ce que vous nous proposez? Qu'est-ce qu'on va attendre d'ici la fin de cette année 2022? Rapidement, quelques projets d'avenir. OK. Nous sommes déjà dans les auteurs. Ah bon. Nous sommes déjà dans les auteurs, ce qui veut dire que les projets CRD, maintenant, nous allons accompagner la période de l'étude de faisabilité pour que ces projets puissent prendre corps et que d'ici, par la grâce de Dieu, l'an prochain, nous puissions déjà nous mettre dans la construction de la voie ferrée. Nous avons d'autres sociétés, comme je l'ai dit. L'an prochain, que la République commence aussi la RDC par Congo Ressources, qui va s'inscrire dans la bourse, qu'on commence aussi à nous lire, à nous consulter, et que les fonds que nous allons lever puissent financer d'autres projets. Et que nous étions à Mwanda avec le chef de l'État, avec le projet des Puyolt, de la construction Du port à eau profonde. des ports à eau profonde des bananes, que ça puisse prendre corps. Et que le projet SOCOF, qui est déjà en exécution, que l'an prochain, nous commençons l'évaluation. Et que ces entreprises qui sont en difficulté passeront de la rubrique de la difficulté pour qu'elles soient déclarées relativement saines. Et que celles qui sont liquidées mais non déclarées se trouvent dans la rubrique en difficulté avec un objectif de procéder à la rubrique relativement saine. Parce que tout ce que nous devons faire, c'est avec ces entreprises que le peuple congolais arrivera à estimer, et particulièrement aux dames, le panier de la ménagère. Et c'est avec ces entreprises
que chaque Congolais se trouvera avec une garantie de scolariser les enfants, de soigner les enfants et de procéder à l'investissement. Parce que l'État lui-même est investisseur comme État actionnaire et tout en étant aussi régulateur. Merci beaucoup, Madame la ministre d'État, d'avoir été avec nous. Nous avons appris beaucoup de choses. Et je pense que je ne suis pas le seul, les téléspectateurs aussi. Et je voudrais ici, et je prends ça de vous, nous nous inscrivons tous désormais dans la Révolution verte. Dans la Révolution Voilà, verte, et je crois que c'est c'est-à-dire ça. que nous allons nous faire parler de nous-mêmes. Par le travail. Voilà. Merci beaucoup, madame, d'avoir Et été... je vous remercie je vous en aussi, prie. dans peu de temps, de voir intérioriser aussi Non, madame, la culture du ministère c'est du du portefeuille. portefeuille. C'est donc la fin de cette émission. Vous l'avez certainement suivi. Il y a eu beaucoup de nouvelles choses. J'espère que demain, tout ce qui a été dit va être réalisé et que ce qui est déjà fait va être consolidé. C'est donc la fin et avec les remerciements que nous avons de la ministre du portefeuille, nous ne pouvons que vous dire bonne chance et surtout bonne chasse, chasser les mauvaises choses pour que les bonnes puissent arriver. Merci, madame. Nous y arriverons parce qu'en Jésus-Christ, le portefeuille de l'État est plus que vainqueur. Merci et je crois que à la prochaine. Merci. Merci, madame. Redevabilité, le rendez-vous de la vérité des faits.